mokili ebandaki boye bana mpe bakolo toyeba o ntango ya bakoko na ntango na biso ekeseni kongo ezalaki ntango ya palanga misato. Le Congo-Brazzaville fait partie des 17 pays francophones qui ont célébré en 2010 le cinquantenaire de leur indépendance. La capitale Brazzaville a été au cœur des festivités qui ont marqué cet important anniversaire. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont fait le déplacement pour assister aux nombreuses cérémonies organisées. Un spectacle haut en couleurs retraçant l'histoire d'un peuple confiant en l'avenir et uni par la richesse de sa culture et de ses traditions a été mis en scène au stade Alphonse Massamba Deba, l'un des plus grands stades du pays. Mes chers compatriotes, le mythe fondateur de la lutte pour l'indépendance fut la quête de la liberté, de la dignité et du bien-être. 50 ans après, l'idéal n'a pas changé, car notre ambition globale demeure encore et toujours la liberté, la dignité, le bien-être et le progrès. C'est le combat d'aujourd'hui. C'est le combat des 50 prochaines années. Ce combat, nous devons le gagner pour que se perpétue l'indépendance et la nation. Ainsi sera tenue la promesse de notre Congo indépendant, de notre Congo éternel, promesse fondée sur l'unité, le travail et le progrès. Puisse la fête du cinquantenaire de l'indépendance être belle pour tous. Vive l'indépendance, vive le Congo. La ville de Brazzaville doit son nom à l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. C'est d'ailleurs la seule capitale à avoir gardé le nom de son explorateur. Elle est située sur les rives du fleuve Congo, long de 4500 km depuis sa source jusqu'à l'océan. Sa localisation particulière face à sa voisine Kinshasa fait des deux villes les capitales les plus rapprochées du monde après Rome et le Vatican. Situé au cœur de l'Afrique centrale sur une superficie d'environ 342 000 km², le Congo bénéficie d'une position géographique et économique stratégique. Ses frontières communes avec des pays à forte concentration humaine comme la République du Cameroun, la République démocratique du Congo ou la République d'Angola placent le pays au cœur d'un marché non négligeable, potentiellement très avantageux pour les 140 millions d'habitants de la zone d'Afrique centrale. Le Congo va connaître deux guerres civiles meurtrières et destructrices, la première entre 1992 et 1993, la seconde en 1997. Cette même année, Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir après avoir mis fin au second conflit. Il organise un forum national réunissant l'ensemble des Congolais pour panser les plaies encore béantes de la guerre. Une transition politique est engagée avant le référendum constitutionnel qui précède les élections générales de 2002, où il sera élu au suffrage universel sur la base d'un livre-programme intitulé « Nouvelle Espérance ». Les axes majeurs de son septennat sont la paix, le désarmement, la reconstruction du pays, l'unité nationale, la démocratie et le libre-échange. Le président Sassou Nguesso est réélu démocratiquement en 2009 sur la base d'un programme de société intitulé « Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité ».
L'enjeu majeur est de moderniser et d'industrialiser le Congo à l'horizon 2016, afin de le rendre plus attractif et d'en faire un important producteur de biens et de services. La population congolaise adhère à cet ambitieux programme du Vivre Ensemble pour mieux construire le Congo. Au-delà de sa position géographique stratégique, le Congo bénéficie de ressources naturelles et humaines susceptibles de fortement stimuler son économie. La richesse de son sol et de son sous-sol, ses 10 millions d'hectares de terres arables, ses importantes eaux marines et fluviales sont autant de ressources pour les 3,75 millions de Congolais, dont 51,7% de femmes et 47,3% d'hommes. Son taux de croissance prévisionnel de 12% en 2010 contre 9,10% en 2009 confirme l'intense activité économique du Congo et témoigne de progrès significatifs quelques années seulement après avoir tourné les pages sombres de la guerre. Pour pérenniser ces efforts de croissance et mener à bien la modernisation et l'industrialisation du pays, les autorités misent sur une politique efficace d'éducation et de formation qualifiante. Le but est d'atteindre un taux d'alphabétisation de 95% d'ici 2015, contre 85% actuellement. L'accès de tous les enfants à une éducation de qualité est désormais garanti au Congo. Redonner une identité à l'école congolaise nécessite des programmes d'enseignement qui allient formation, recherche et insertion professionnelle. La libéralisation du secteur de l'enseignement général ou privé participe à cette volonté de créer une élite. Un modèle d'enseignement qui s'appuie sur des instituts de formation professionnelle. Le développement actif de nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, permet au Congo d'accéder progressivement à la modernité. L'accès à des soins de qualité pour l'ensemble de la population constitue également un objectif fondamental pour le développement du pays. Le ministère de la Santé et de la Population gère aujourd'hui un réseau sanitaire performant composé de centres hospitaliers de premier niveau comme le CHU de Brazzaville, d'hôpitaux de second degré comme l'hôpital de Dolisie ou encore de dispensaires et de centres de soins intégrés disséminés sur l'ensemble du territoire national. Un réseau national de pharmacie renforce cette politique sanitaire. Le chemin d'avenir prévoit également de développer des centres de santé de qualité, dotés d'un personnel qualifié dans les villes de plus de 1000 habitants. Cet hôpital a 208 lits répartis dans les 6 pavillons d'hospitalisation. Et nous avons un hôpital de 14 bâtiments, c'est un hôpital pavillonnaire installé sur une superficie de 5 hectares. Nous avons un plateau technique hyper performant, composé rapidement de 3 blocs opératoires, 4 laboratoires, une salle de kiné, une salle de stomato, une salle d'oreille, une buanderie, une stérilisation et un bloc d'accouchement avec une salle de césarienne. En milieu urbain, la politique de construction de logements sociaux accessibles au plus grand nombre porte déjà ses fruits. Dans les campagnes, l'expérience des villages agricoles est également extrêmement satisfaisante. Ce projet, lancé le 8 octobre 2009, vise à implanter des villages de plusieurs dizaines de familles formées au métier de l'agriculture. Des fermes de 2 hectares sont distribuées aux familles pour l'agriculture privée, en plus d'une unité spéciale de développement réservée aux activités communes de la communauté du village agricole. Il a fallu quelques mois seulement au président de la République réélu pour passer de la vision
ou de la doctrine de la promesse électorale au projet, et 1 an, jour pour jour, avec une précision digne des destins des pays stables et sûrs, pour passer du projet à sa réalisation. Je suis heureux parce qu'avoir une nouvelle maison, je suis très heureux. Le projet Nouveau Village Agricole est l'expression de la volonté politique de faire évoluer une partie de l'appareil national de production de nourriture vers le métier de l'entreprise agricole, où travail et autonomie, initiative et innovation, spécialisation et productivité se conjuguent pour impulser une dynamique structurelle de croissance favorable à l'augmentation durable de l'offre agricole et à la formation des pôles de développement ruraux. Le maillage de l'ensemble du pays en infrastructures de base telles que l'autoroute Brazzaville-Pointe-Noire, les routes d'intérêt national et régional, des ports et aéroports de classe nationale et internationale, comme celui de Brazzaville inauguré en 2010, ainsi que la construction et la réhabilitation des voies ferrées, sont autant de chantiers majeurs en cours de réalisation. Cette vocation de transit ne se focalise pas que sur le transport routier ou ferroviaire, c'est tous les modes de transport. Nous voulons définir que Brazzaville et Pointe-Noire deviennent les hubs d'Afrique centrale. Nous avons commencé par construire donc les grandes unités de production d'énergie, tels le barrage hydroélectrique d'Imboulouk. Nous avons la centrale thermique de Pointe-Noire, pour laquelle une turbine de 150 MW est déjà fonctionnelle. Une deuxième va l'être. Nous continuons aussi à développer évidemment cette sécurité énergétique par la construction des autres barrages hydroélectriques et puis par le maillage, par les lignes de transport d'énergie à travers tout le pays. Je crois qu'il est bon de noter qu'il y a en effet un effort important d'investissement qui a été réalisé depuis quelques années. Un effort de l'ordre de plus de 1000 milliards de francs CFA, un effort qui n'a jamais été fait dans ce pays, un effort, je crois, que peu de pays d'Afrique subsaharienne pourraient se vanter de réaliser. Un effort qui a visé d'abord à corriger la première insuffisance, à savoir faire en sorte que nous puissions disposer de la ressource. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et nous n'avions pas assez d'électricité, nous n'avions pas assez d'eau potable pour la donner aux Congolais. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que nous avons suffisamment d'électricité pour en donner à l'ensemble de tous les Congolais. L'attribution de financements extérieurs pour la réalisation de futurs barrages fera du Congo l'un des principaux pourvoyeurs d'énergie hydroélectrique en Afrique. Une telle opportunité permet l'inauguration de vastes chantiers potentiellement attractifs pour les investisseurs étrangers. Conformément à sa politique de diversification de l'économie, l'État congolais s'est désengagé à plus de 90% de secteurs stratégiques afin de permettre un développement rapide du secteur privé. La modernisation du port en eau profonde de Pointe-Noire, l'un des plus importants d'Afrique, grâce au financement de la BEAC, 6 milliards de francs CFA, de l'AFD, 19 milliards de francs CFA, de Bolloré Africa Logistics, 570 millions d'euros, et à 40 milliards de francs CFA de fonds propres, fait de la capitale économique l'une des plus importantes plateformes portuaires de la région. Sa capacité est passée de 200 000 conteneurs à 1 million de conteneurs par an, avec la possibilité d'accueillir des navires de plus de 7 000 conteneurs dès l'année 2016. Ce renouveau technologique permet au Congo de retrouver sa place de pays de transit pour l'ensemble de la zone de la sous-région d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, au niveau du port de Pointe-Noire, faire ces prévisions à terme dans un horizon de 10 ans, viser 1 million de conteneurs, c'est énorme. Donc là, déjà, c'est l'intérêt de la sous-région déjà au port autonome de Pointe-Noire. Et pourquoi pas le reste du monde, puisqu'aujourd'hui le port de Pointe-Noire est desservi en direct depuis certains pays asiatiques, depuis le Moyen-Orient, depuis l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, le port de Pointe-Noire est relié au monde entier. Afin de rendre l'économie congolaise plus performante, le système bancaire du Congo a été totalement privatisé, dans le but de supprimer toute entrave à la liberté d'entreprendre.